C'était pas tous les téléspectateurs de Kemet TV. Bienvenue surtout à l'émission Oujat, votre émission de la pensée révolutionnaire. Aujourd'hui, nous vous plongeons dans un univers fascinant et souvent controversé, en abordant trois sujets autant pour nous, à savoir l'Atlantide, Hermès Trismégiste et Jésus-Christ. Ces trois sujets, il faut le dire ainsi, peuvent sembler disparaître de nos jours, mais à première vue également. Mais il faut dire que ces trois sujets sont liés par des thèmes communs, c'est-à-dire la recherche de la sagesse, autant pour nous, la transmission des civilisations et bien d'autres connaissances qui donnent généralement un impact majeur sur l'histoire même de l'humanité. Il faut dire qu'aujourd'hui, sur ce beau plateau de Kemet TV et surtout votre émission Oujat, l'émission de la pensée révolutionnaire, nous allons parler de ces trois sujets, surtout en les clarifiant. La clarification, vous savez, elle est toujours bien quand on connaît déjà les origines, d'où est-ce que ça vient, comment est-ce que ça évolue et pourquoi on dit que ces termes ou bien ces sujets semblent disparates. Et vous savez, pour avoir tellement d'explications et clarifications parce qu'il s'agit de ce sujet, bien évidemment, clarification sur l'Atlantide, Hermès, Trismégiste et Jésus-Christ. C'est le thème que nous allons aborder en ce jour sur notre plateau. Et vous savez, nous sommes toujours accompagnés d'une personne qui a la ressource sur une personne que vous connaissez d'ailleurs. Je m'en vais vous introduire à notre frère Tot Bambekiri. Kirman Kaliam Mahatomba. Makon Bob te voir le bien. Un salut spécial à notre sœur Segmet Onanatana. Maman connaît Messi qui est au niveau de la régie. Et je salue aussi mon petit qui fait le relais. Oui. J'oublie son nom traditionnel, mais on l'appelle vulgairement Stéphane. Donc je lui passe aussi une salutation spéciale. Au TEP au frère Nyamsi Yomba, au TEP au frère Wendomabou Dokato, au TEP à tous nos soeurs et à tous nos frères Kamit. Maman connaît une soeur Mitovo, le bien me tan mina si. Bonjour. Marana Militono Warana, frère Torakwaba. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème fascinant, comme je viens tantôt de le dire. Et pour y arriver, on va d'abord commencer par, disons, l'étymologie. On va définir, selon notre frère Tot, ce qu'on entend, comment entendre l'Atlantide. Déjà, avant d'entrer dans les définitions, Oui. ce thème est d'une importance capitale parce que toute la communauté kamite est infestée par des informations crypto-maçonniques. Dans des réseaux kamites, sur Facebook, sur Instagram, sur Telegram, sur WhatsApp, sur toutes les plateformes, YouTube, etc., etc. Il y a beaucoup de documents qui foisonnent, Oui. qui sont envoyés, diffusés par soit des personnes inconsciemment influencées par l'idéologie crypto-maçonnique, soit par des personnes consciemment francs-maçons qui ont pour but de paralyser le mouvement kamite. Et on peut aussi le voir à travers les multiples contacts qu'on émet vis-à-vis de nos frères, nos sœurs, pour demander à venir intervenir. Oui. Alors qu'on connaît l'intention qui est cachée derrière. Nous, quand on les écoute, quand ils arrivent, on est assis très très loin. On écoute seulement les 10 premières minutes et puis l'évaluation est passée. On n'a plus besoin d'écouter le reste. C'est-à-dire que l'introduction, les professeurs, les teachers, quand ils lisent les preuves, ils lisent l'introduction, ils lisent la conclusion. Ils comprennent si tu es dans le sujet ou si tu n'es pas. C'est pour ça qu'il peut corriger sans épreuve. C'est lorsqu'il s'agit des mémoires et des thèses qu'il faut prendre vraiment du temps pour lire. Mais l'introduction, le plan, Oui. l'introduction et la conclusion déterminent déjà même
la profondeur ou la légèreté du sujet qui sera abordé. Donc, même chez nous les Bétis, le sous-groupe des Fang Bétis, qui sont le sous-groupe des Bantous, on dit, me temen quoi me motte, me tel leurs années, c'est-à-dire que la première prise de parole nous permet de savoir si la personne est dans la vérité ou dans le mensonge. C'est-à-dire que même les proverbes de chez nous montrent déjà que on peut déjà percevoir si la personne est dans la vérité à partir des premiers mots, de la première articulation. Donc, nous avons constaté plusieurs personnes qui sont intervenues à Kemet TV et qui sont effectivement dans l'idéologie crypto-maçonnique. Les 3 personnes, il y a une personne qui a intervenu, je crois, il y a environ 2 mois. L'autre dit qu'il est un maître bouddhiste et tout ça, et il est aussi venu nous parler de l'Atlantique. Il a même mis un point sur le visage. Et un 3e qui dit qu'il est un historien. Bon, cet historien, nous allons confronter sa maîtrise de l'histoire scientifique autour d'un débat qui est prévu la semaine prochaine. Je crois qu'il y a même déjà un thème dessus. Voilà, le frère Nyamsi va présider ce débat. Et en fait, il sera le modérateur de ce débat dans le cadre de, je crois, Kamita, c'est-à-dire le débat, l'émission de débat. Il était important d'aborder ce thème pour resituer la communauté kamite sur la voie de la vérité. Il y a des gens qui se plaignent. Ils disent que tout critique tout le monde. Ils critiquent tel, ils critiquent tel. Bon, moi je pose la question maintenant. À quoi servait la palabre africaine? Si ce n'était pas pour revoir si les gens de la communauté respectent la ligne de la sagesse traditionnelle, les interdits de la sagesse traditionnelle. Puisque chacun prenait la parole et il y avait les censeurs, ceux qui devaient trancher l'affaire. Et en tranchant l'affaire, quand il faut remettre le tort à tel, on lui remet le tort. Quand il faut remettre raison à tel, on lui remet raison. La palabre, parfois, pouvait durer toute une nuit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, autour de la palabre, il y avait toujours un feu. Un grand feu qu'on allumait et tout le monde s'asseyait autour de ce feu. Ce feu est en même temps le feu purificateur. J'aime toujours dire ça. Le feu qui purifie les mauvais esprits, c'est le feu de la sanction. Donc quand vous venez vous asseoir là, rassurez-vous que vous avez laissé vos hivous derrière, loin derrière, avant de venir vous asseoir autour du feu. C'est-à-dire les choses que vous avez, les mauvaises choses que vous avez dans le ventre. Rassurez-vous qu'autour du feu sacré, vous avez laissé ça derrière. Donc, la censure, la sanction et le jugement, c'est ça, c'est en cela que repose la critique. La critique nous permet à chaque fois de revenir clarifier certaines choses, revoir certaines choses, labourer le sol pour voir si les racines sont véritablement bien enfouies ou est-ce qu'il y a un obstacle en bas qui empêche les racines de s'enfoncer davantage afin que le tronc soit solidifié et que les branches se déploient, les feuilles et les fleurs, plus tard les bons fruits puissent être produits. La critique est donc ce labourage permanent, ce binage de la plante et l'arrosage de la plante. Et vérifier aussi les lagages pour que les rayons solaires puissent nourrir les feuilles de la plante qui captent les rayons solaires. Donc, c'est un exercice permanent qui vise à porter constamment lumière sur des déclarations, sur des diffusions, sur des proclamations, sur des affirmations, et que ces déclarations, ces diffusions, ces proclamations, ces affirmations puissent être soumises à l'épreuve de la lumière, à l'épreuve du binage, du labourage et à l'épreuve de l'évaluation. Afin que nous nous rassurions que nous allons tous dans le sens de la construction de l'Afrique, partant de la racine, en ce qui concerne la vision africaine du monde, la racine, les sources, les essences, vers l'horizon, c'est-à-dire l'objectif à atteindre. Et nous devons tous converger vers une pensée qui est ancrée dans la vérité fondamentale et dans la vérité ultime. Et c'est dans la vérité ultime que se dévoile la vision du monde. Dans la vérité fondamentale,
c'est l'histoire, les généalogies négro-africaines, unifiées autour d'une onomastique, c'est-à-dire un ensemble de noms qui correspondent à une même racine linguistique. Quand déjà au niveau de la racine, on va venir nous mélanger aux hébreux, on va venir nous mélanger aux grecs, aux latins, aux indiens, aux chinois, aux germains, aux allemands, aux britanniques et tout ça. On entre là dans ce qu'on appelle une logique chaotique qui veut s'appuyer sur le fait que comme les Noirs sont les premiers bâtisseurs des civilisations, alors tout ce qui se retrouve dans le monde aujourd'hui est le fruit du peuple noir. Et en cela, on omet la notion de dénaturation, de falsification et de perversion. Très bien dit. Voilà. Donc quand déjà on argumente en disant que tout ce qui existe est africain, on oublie que je peux prendre quelque chose chez toi, mais je ne peux pas déformer ça, ce n'est plus ce que j'ai pris chez toi. Tout à fait. Voilà. Je commence à utiliser ça à l'envers. Pendant que toi tu utilisais ça à l'endroit, je commence à utiliser ça à l'envers. Donc, il y a ce risque. Et c'est pour ça que la critique incisive et permanente est toujours importante, afin de permettre à la communauté Kami de rester avisée et de ne plus jamais se laisser duper et manipuler par les idéologies de type septième et pervertis qui ont pour but de paralyser le relan de la Renaissance africaine. Quand j'ai dit ça, je reviens donc pour définir l'Atlantide. L'expression, quand nous entendons même déjà l'Atlantide, il y a un océan qui s'appelle l'océan Atlantique. Tout voilà. à fait. C'est un mythe. Oui, c'est vrai que les gens qu'on appelle les théosophes là, moi je ne sais pas, quel est, je comprends les langues qui les motivaient. Les gens du 17e, 18e siècle et 19e siècle. C'est-à-dire les philosophes comme Platon. Les théosophes. Platon c'est avant. D'accord. Les théosophes c'est très tardif. L'initiatrice de la théosophie contemporaine, c'est Elena Petrovna Blavatsky. Dans ses livres, il y a Isis dévoilée et il y a les secrets, je ne sais pas, Doctrine secrète. Il y a toute une série. Oui. À l'intérieur, elle nous dévoile beaucoup, elle nous raconte, pas qu'elle nous dévoile, elle nous raconte beaucoup de choses. À savoir que les stances d'Indiens, le Platon dans le Critias, les ceci, et c'est plus élevé. C'était une femme d'origine ukraino-russe, donc qui en réalité appartenait à un ordre maçonnique, la franc-maçonnerie. Et tous les théosophes sont des francs-maçons. Donc les Édouard Schuré, même ceux qui ont écrit sur, même ceux qui se sont présentés comme historiens, oui, sont en réalité des gars qui sont dans les couloirs de la franc-maçonnerie. Je ne vais pas mentionner ce qu'on appelle entre guillemets les alchimistes, dont les Kunrat qui a écrit Amphithéâtrum, les gens comme les Paracels, les gens comme les Alexandre Moriasson, les gens comme les que sais-je encore, Albert Schweitzer et tous les écrivains du mouvement rosicrucien, notamment Catharos de Petrie, et les gens comme les Mikhail Ivanov, etc. Tous ces gens-là, Omran Mikhail Ivanov. On a donc tout un foisonnement d'écritures dites ésotériques. On a aussi les histoires de celui qu'on appelle Cagliostro, etc. Donc ils sont nombreux là. Je ne peux pas retenir là, parce qu'ils ne sont pas importants pour nous. Mais comme je suis métaphysicien, je dois quand même connaître tous ces courants de pensée et savoir l'essentiel du message qu'ils véhiculent. Et quels véhiculent ces écoles de pensée. Et par conséquent, l'enjeu c'est de montrer quoi? C'est de montrer que avant la civilisation nubo-égyptienne, il y a eu des civilisations antérieures à partir desquelles la civilisation, il ne parle même pas souvent de la Nubie, la civilisation égyptienne a été créée. Donc, la prétention de ces écoles, c'est que, comme on a découvert que l'Égypte, les premiers Égyptiens étaient des Noirs, les bâtisseurs des pyramides étaient des Noirs, et qu'en explorant l'Afrique, on a trouvé une Afrique plongée dans des forêts, avec des hommes qui vivaient au niveau des branches d'arbres, qui sautillaient de branche en branche, comme des gorilles et des singes. On se pose la question,
Mais si ce sont les Noirs qui ont bâti ces pyramides, pourquoi c'est que quand on entre au fond de l'Afrique, on trouve les gens au-dessus des branches d'arbres en train de sauter d'une branche à une autre, à une branche, pour chercher les fruits. Et ils vont nus. Ils ne savent même pas parler, ils ne savent pas écrire. Hein? Ils n'ont pas de spiritualité. Mais comment s'explique-t-il qu'on découvre que les bâtisseurs des pyramides, quand on voit des peintures rupestres en Égypte, on voit des Noirs. Mais quand on va en Afrique pour visiter des Noirs, c'est tout le contraire qu'on voit dans les forêts. Il fallait donc imaginer une histoire pour dire que ceux qui ont inventé cette civilisation-là, c'est des extraterrestres ou bien soit des extraterrestres, donc des Anunnaki, ou des gens de Nibiru, de la planète Nibiru, ou alors les gens qui vivaient dans l'océan Atlantique et il y avait une terre là-bas qui n'était pas encore immergée, donc une île, une grande île au milieu de l'océan Atlantique, qui était donc une civilisation et une très grande civilisation. Les gars avaient atteint un très haut degré de technologie que à un certain moment, l'orgueil et la cupidité les a amenés à se combattre entre eux et ils se sont neutralisés et leur île, parce que comme ils avaient déjà des armes à destruction massive, comme aujourd'hui les bombes atomiques, ils se sont neutralisés et le continent a sombré dans l'océan Pacifique. Il s'appuie sur quoi? Sur le texte de Platon, nommé le Critias, qui est un texte prélude au Timée. Le Timée qui est le texte cosmogonique et cosmologique de Platon. C'est au sein du Timée que la cosmogonie et la cosmologie platonicienne reposent. Mais le Critias est donc un texte prélude où un soi-disant prêtre égyptien pose Solon. Vous ne savez pas que les Grecs ont une civilisation, machin, après ils l'entrent maintenant dans l'Atlantide. Qu'il y avait Zeus, les 12 colonnes, les colonnes de ceci, les colonnes d'Hercule, etc. Tout ce mythe-là que nous avons lu en 2010, et quand les individus reviennent avec ça aujourd'hui en 2025, pour dire que c'est une réalité, donc nous on a découvert à l'époque que c'était une fiction, comme l'anneau de Gizès, comme le mythe de la caverne. C'est des récits allégoriques qui visent à donner un enseignement pour montrer comment les civilisations naissent et comment elles chutent sur la base de la mentalité humaine. Mais les gens ont pris ça comme une réalité historique. Donc les gens ont pris le récit du Critias de Platon, qui introduit le Timée, comme un récit historique qu'effectivement ça a existé. Il y a donc et ça leur a profité, pourquoi? Pour montrer que, comme le prêtre égyptien dit à Solon, que les Grecs et tout ça, ils ont une civilisation ancienne. Ça montre que le prêtre égyptien reconnaît que ce sont les Grecs, dont les ancêtres des Grecs dans l'Atlantide là, qui sont venus apporter la... En fait, c'est ça qu'on appelle la manipulation intellectuelle. Quand tu n'es pas assis intellectuellement, on te prend sur, on te met les olos, les passements des jambes, dans des petites choses comme celle-là. Donc, quelqu'un comme moi, tu arrives, je te neutralise à distance. La première question que je te pose, c'est que tu situes la date d'existence de l'Atlantide à quelle période? Très bonne. Ils disent approximativement entre 12 000 ans et 13 000 ans avant l'ère actuelle. Que c'est la période là que l'Atlantide a été anéantie. N'est-ce pas? Ou que ça existait. Parce que les petits malins vont te dire que c'est à partir de la période là que ça a sombré, que ça a été anéanti. Mais ceux qui veulent un peu aller être déséquilibristes, ils disent que non, c'est la période là même que ça existait. Après, et ils vous disent que ça rejoint l'épisode du déluge de la Bible. Voilà, tu vois des subterfuges, des conjonctions pour dire que comme ce continent a été englouti dans les eaux, c'est le récit de la Bible du déluge. Et Noé, voilà, que toute l'humanité a été noyée dans l'eau, hein, et en ce moment-là, donc, il y a eu une arche, et maintenant, ils établissent des comparaisons entre l'arche de Noé, hein, et la barque qui a conduit Thoth, Hermès, Trismégiste jusqu'à l'Égypte. Et il y a donc un livre qu'on appelle, comment on appelle le livre là? Les tablettes de Thoth. On dit que dans les tablettes de Thoth, c'est le livre le plus mystique de l'histoire de l'humanité. J'ai lu les tablettes de Thoth en 2011. Et on te dit que quand Thoth atterrit en Égypte, il trouve des sauvages poilus
hein, crasseux. Après maintenant, comme c'est des brutes, des animaux, ces sauvages veulent s'attaquer à lui. Et en ce moment-là, il envoie des vibrations d'ondes magiques. Après, il les neutralise à distance. Tu vois? Donc, Thoth avait la maîtrise de la force cosmique. Oui. Et c'est à partir de là qu'il a donc enseigné la civilisation à ces sauvages gorilliques, donc des gorilles de la forêt, là, de l'Égypte et de la Nubie. Là, c'est comme ça qu'on qualifie les Noirs. Que c'est l'Atlante qui est venu civiliser les Noirs. Et que c'est lui qui a enseigné aux Noirs à bâtir les pyramides, les formules mathématiques et tout ça, l'alignement des astres, etc. Parce qu'il sort il est l'un des derniers rescapés de la grande civilisation atlantéenne. Il y a d'autres qui parlent de la planète Nibiru dans l'espace. Et que les extraterrestres là sont venus sur Terre sous des soucoupes volantes. Et on les appelait les Anunnaki. Et que les dieux de la Bible là, les Elohim là, oui. C'était un Anunnaki. Ça dit qu'on est dans... C'est-à-dire qu'il y a les gens qui boivent ça comme du petit lait. Tu sais, l'esprit humain a ceci... C'est la manipulation. Oui, bien évidemment. L'esprit humain a ceci de particulier qu'il est curieux. Quand il n'a jamais entendu quelque chose et que c'est nouveau, la personne, à 100%, ne fait jamais l'effort d'aller vérifier ce qu'on dit. Et quand même on peut vérifier, quand on va sur Google, on va poser la question, l'histoire des Anunnaki, c'est narré par qui? Par la civilisation sumérienne. Tout à fait. Bon, que signifie Anunnaki? Est-ce que tu sais parler sumérien? Là maintenant, j'entre dans la méthodologie de recherche. J'aime que quand je fais mes cours, mes conférences comme celle-ci, j'amène les gens à savoir comment on fait la recherche. Oui, qui parle des Anunnaki? Est-ce que c'est au Gabon? Est-ce que c'est au Congo? Est-ce que c'est en Amérique? Non. Qui parle de ça? C'est à Sumer. Les Sumériens. Qui sont les Sumériens? C'est une civilisation qui est située dans la zone qu'on appelle la Mésopotamie. Cette civilisation est née quand? Quelles sont les divinités de cette civilisation? On va retrouver Anu. Et en Égypte, on va retrouver Iunu, Ané, Ani. On a Enki, c'est-à-dire la terre. Anu, le soleil. Iunu, la vie solaire en Égypte. On a Enil, qui va devenir Elil, plus tard El, Eloa, Elohim. Et on a Ea ou Aya, qui est la divinité des eaux. Voilà le panthéon sumérien. Quels sont les souverains qui ont régné à Sumer? Avant même que ces souverains ne règnent, quelles sont les langues qui étaient parlées à Sumer? On a les Meghi et on a les Messal. C'est quoi les Meghi et c'est quoi les Messal? Est-ce que tu es capable de décrypter l'écriture sumérienne? Voilà, c'est ça qu'on appelle la méthodologie de recherche. Les gens n'ont pas tout le temps de faire ça. Ils tombent sur un livre, dès qu'on a dit Atlantique, ils tombent sur un livre de francs-maçons, ils parlent. Voilà donc la méthodologie que je vous donne, comment faire la recherche. C'est quoi les Meghi? C'est quoi les Messal? Il y a la langue féminine qui était liée à la mythologie et au chant rituelique. Et il y a la langue masculine qui est venue plus tard, qui est liée à la législation sociale et au langage militaire et politique, etc. Et on constate que la langue qui est les Messal, la langue féminine, est liée au sacré, au chant sacré. Et pourquoi la situation est inversée? On passe du matriarcat au patriarcat. C'est la même chose qu'on retrouve en Afrique. L'Afrique est originellement matriarcale et elle est passée du matriarcat au patriarcat. Maintenant, on va plus loin. Quels sont les noms des rois qui ont régné à Sumer? Les noms des divinités d'abord. On a Eanatum. En Égypte, on a Atum. On a Enshaku Shana. Les noms, Enshaku Shana, c'était le nom d'un roi de Sumer. Et on a les noms comme les souverains nubiens qui ont régné en Égypte. On a des gens comme les Taharka, Shabaka, Shabataka, etc. Donc exactement les mêmes noms qui ont la même vibration tonique. On a des noms des rois tels que Ur Ningirsu. Ur en égyptien ancien, ça veut dire le grand. Donc Ur Ningirsu, ça veut dire le grand Ningirsu. On a Ur Baou, on a Ur Baba, on a les Babas ici en Afrique. Hein, au Nigeria, là, il y a les Babas, non? C'est les noms locaux, hein, ce n'est pas les noms musulmans. Il y a les Babas, Babangida.
par exemple, n'est-ce pas? Tu as connu un joueur nigérian qui s'appelait Babangida. Voilà. Baba Yaro. Hein? Toujours au Nigeria, on a connu Baba Yaro, Babangida. Et le prénom de Baba Yaro, c'était Célestine. Ça, c'est ça qui vient de l'extérieur. Mais son nom local, c'est Baba Yaro, Babangida. Donc, on a les Our Baba là-bas à Chimère. On a les Our Baou. On a les Our Ningirsu. Et quand on voit le sphinx de Chimère, il ressemble au sphinx égyptien. Donc, le sphinx de Gizeh. Donc, maintenant, là où on établit l'antériorité, c'est au niveau de quoi? Au niveau de l'écriture. Voilà. L'écriture chimérienne est approximativement proche sur le plan chronologique de l'écriture égyptienne. Mais il y a une différence d'au moins 200 à 300 ans. Parce que quand on établit l'origine de l'écriture chimérienne, dont l'écriture pictographique, les pictogrammes de Chimère, autour de 2300, 2250 avant l'ère actuelle, en 2400, 2600, les noms des pharaons, des Horus là, étaient déjà inscrits sur des cartouches. Donc, Hor Ator, Hor Iriro, Hor Sehendet, Hor Maï, Hor, tous ces rois, ces 12 Horus là. Donc, Horus Serek, Horus Scorpion, Horus, ça c'est ce que les autres traduisent. Moi, je ramène ça dans la prononciation africaine, Bantou. Voilà. Donc, quand on dit Horus Lion, le lion c'est Maï, Amédou Néter. Hein? Donc, quand on dit Horus Scorpion, c'est Hendet. Oh, c'est Hendet. Voilà. Donc, il faut traduire même ça en langue bantou. Donc, on a donc cet ensemble d'Horus qui constitue en réalité 12 rois dont les noms sont inscrits sur le cartouche. Et le dernier roi, c'est Hor Nama. Donc, on est là autour de 3250 avant l'ère actuelle. Le dernier Horus. Mais le premier Horus remonte à 3600, 3700 avant l'ère actuelle. Leurs noms sont écrits comment si on ne maîtrise pas déjà l'écriture. Et donc, dans l'ouvrage de Aliette de Grasse, qui est une égyptologue occidentale, elle écrit « Longtemps, depuis longtemps, on a cru que l'écriture chimérienne était antérieure à l'écriture égyptienne. Mais des récentes fouilles à Abydos ont montré que l'écriture hiéroglyphique et pictographique égyptienne a précédé l'écriture chimérienne de plusieurs centaines d'années. » Ça, c'est une égyptologue occidentale qui le dit. Et dans un autre ouvrage intitulé « Le petit livre d'histoire des hiéroglyphes », on nous présente les cartouches, tous les cartouches, avec des noms des rois, partant de 3400 avant l'ère actuelle. Donc là, on est largement au-dessus, au-delà de l'écriture chimérienne, de la date d'existence des premières formes de l'écriture chimérienne. Ça, c'est au niveau de l'écriture. Maintenant, on va plus loin. Au niveau du sphinx. Ceux qui ont fait l'étude du sphinx de Gizeh font remonter le sphinx de Gizeh à 12 000, 13 000 ans avant l'ère gréco-romaine, l'ère actuelle. Alors que le sphinx de Chimère ne date que de l'époque de Ur-Ningirsu. Et Ur-Ningirsu, là, on est autour de 2300, 2400 avant l'ère actuelle. Donc, on parle de 12 000 ans à 2300, même si on met même ça à 3000. Nous, on est à 12 000 ans. Quel est donc le sphinx le plus ancien? J'invite donc les uns et les autres qui font la recherche à vérifier l'ancienneté du sphinx de Chimère et comparer au sphinx de Gizeh. C'est comme ça qu'on fait la recherche. Les gens qui m'écoutent, vous qui m'écoutez là. On ne fait pas la recherche parce que tu as lu un livre, tu es arrivé sur un autre livre. Il faut avoir une démarche, une étude comparative au niveau linguistique, au niveau de l'archéologie, c'est-à-dire les reliques, tout ce qui reste, les monuments, l'étude des monuments. Maintenant, il y a l'onomastique, c'est-à-dire les noms que portaient les souverains de part et d'autre. Il y a le panthéon.
il y a le panthéon, c'est-à-dire l'assemblée des divinités. C'est ça qu'on appelle le panthéon. Voilà. Donc, sur la base de ça, on constate que l'écriture pictographique égyptienne et hiéroglyphique est plus ancienne que l'écriture sumérienne, l'écriture pictographique sumérienne. On constate que le sphinx de Gizeh est plus ancien que le sphinx de Sumer. Et on constate une similitude entre les noms de certaines divinités sumériennes, notamment les Nana, Inanna, Geshtinanna. On a les Nana chez les Bamileke, ici chez nous. Hein? Donc, la conclusion c'est quoi? Sur la base de l'écriture et sur la base de l'architecture monumentale, l'Égypte pharaonique est largement antérieure à la civilisation sumérienne. Donc, ce sont les Égyptiens, d'abord des Nubiens qui ont créé la civilisation égyptienne. En avançant, ils ont créé la civilisation sumérienne. Et ensuite, ils ont créé la civilisation de Mohenjo-Daro et Harappa en Inde. Ils sont allés à la vallée du Xinjiang en Chine. Ils ont créé une civilisation là-bas. Après, ils ont traversé le détroit de Bering pour aller créer la civilisation amérindienne, dont les précurseurs sont les Olmecs et les Toltecs. Nous avons fait plusieurs émissions ici sur Kemet TV sur ce sujet. Ceux qui nous écoutent, je ne sais pas si ça entre là ou ça sort là. Et on ne sait pas comment les gens peuvent, après avoir écouté ça, aller se renfermer dans leurs oreillettes et continuer d'avoir les mêmes récits. Ou alors continuer d'être réceptifs de ce type de mensonges qui sont venus qui ont été diffusés sur ce panel. Nous incitons donc les uns et les autres, les unes et les autres, à veiller quotidiennement pour ne plus se laisser duper, pour ne plus se laisser manipuler. Voilà l'esquisse de méthodologie de recherche que j'ai donnée aux gens. Et à chaque émission, je vais toujours revenir sur cette démarche pour permettre aux gens, pour leur montrer comment on parvient à la vérité. Déjà, il faut apprendre à lire les Médoune et les hiéroglyphes. Il faut étudier l'écriture sumérienne. Il faut étudier le grec. Il faut étudier le latin. Il faut étudier le sanskrit, l'écriture des Indiens. Et il faut aller plus loin. Il faut étudier le mandarin, l'écriture des Chinois. Il faut étudier même l'écriture japonaise. Parce que quand tu maîtrises les écritures, quand tu as les artefacts, donc notamment les reliques, tu as les papyrus, tu as les gravures anciennes, tu es capable de décrypter la chose. Tu ne te contentes pas du texte que l'autre est venu traduire. Parce qu'en traduisant, il peut introduire des choses qui ne sont plus en rapport avec la vérité. Au niveau des fouilles archéologiques, les publications, il faut les voir. Le numéro de publication. La première publication a été peut-être faite en 1900. Les autres publications ont été faites vers les années 1980, 1990. Et à un certain moment, on pourra constater qu'il y a des éléments supplémentaires qui ont été introduits. Et quand on analyse ces éléments, au niveau des datations, du principe de datation, oui, on va se rendre compte qu'il y a des produits qui ont été fabriqués artificiellement pour venir falsifier l'histoire. Que ce ne sont plus des éléments issus du site archéologique. Non, mais c'est des choses qu'on a allé fabriquer en laboratoire pour venir insérer dans les données archéologiques afin de falsifier les données historiques. C'est ça qu'on appelle la méthodologie de recherche. Toi, tu vas seulement aller sur Google, tu vas taper Nefertiti, on te présente une blanche. Tu dis que voilà Nefertiti, et tu t'arrêtes là. Hein? C'est ça qu'on appelle la... Et il faut inciter nos soeurs et nos frères à être méthodiques et rigoureux et rigoureuses dans la méthodologie de recherche. Donc, nous disons que on ne peut donc pas dire que ce sont les gens de la planète, les Nibiru. On revient sur Sumer. Oui. Le mot Nibiru et Anunnaki, ça vient des divinités sumériennes. Donc quand tu entends Anu, il y a Anu, la divinité, qui est la divinité de la lumière. Hein? Les Anunnaki sont les descendants d'Anu. Hein? Nibiru, Neb, ce n'est pas une planète. Nibiru, c'est Neb Heru, les maîtres Horus. Neb signifie maître en Médoune et Terre. Donc on retrouve le jargon de l'Égypte antique dans le langage sumérien, du sumérien ancien. Donc Nibiru, ce n'est pas le nom d'une planète, c'est le nom des initiés, les maîtres Horus. Dans l'Égypte pharaonique, on parle de Shemsu-Hor, ceux qui suivent Horus. Mais chez les Sumériens, on parle de Neb Heru, Nibiru, Neb Heru. Et
On retrouve même un autre souverain sumérien qui s'appelle Urukagina. Dans Uru, on a Horus, Heru, Uru. Ka, on a le Ka, Gina. Donc, tout ça montre que ce sont des Noirs qui ont bâti cette civilisation, mais des Noirs partant de l'Afrique. Et donc, quand on situe la naissance de la civilisation sumérienne, on situe l'origine du sphinx égyptien, on remonte maintenant au niveau des artefacts archéologiques, on voit l'os du Shango au Congo, qui date de 25 000 ans. Donc, au-delà des 12 000 ans même du sphinx de Gizeh. Ensuite, on va à la grotte de Blombos, hein? Oui. La grotte plutôt la grotte de Blombos qui date de 38 000 ans avant l'ère actuelle. Et on va à la grotte de Lobombo qui date de 80 000 ans avant l'ère actuelle. Donc on est largement au-delà du sphinx de Gizeh, largement au-delà de la naissance de la civilisation sumérienne, etc. etc. Je précise bien Blombos et Lobombo, c'est en Afrique du Sud, au Swaziland et en Afrique du Sud. Hein? Ishango, c'est au Congo. Donc tout montre que les anciens artefacts scientifiques où on montait des gravures, des séries mathématiques, des triangles, des trapèzes, c'est en Afrique qu'on retrouve ça. Donc quand on veut situer la civilisation, quand on revient au niveau de l'Atlantide, on veut situer cette civilisation au niveau de 12 000 ans, 13 000 ans avant l'ère actuelle. Mais quand on a déjà les artefacts comme l'os de Ishango qui remonte à 25 000 ans, on a la grotte de Blombos, 37 000, 38 000 ans, la grotte de Lobombo, 80 000 ans. Mais ça montre qu'il y a en Afrique déjà une civilisation antérieure à la civilisation atlante. Si la civilisation atlantéenne a même existé. Donc tout vient montrer que tout part de l'Afrique pour aller vers la Méditerranée, l'Asie et l'Amérique du Nord. Maintenant, on va plus loin. Le premier Homo sapiens sapiens, Cheikh Anta Diop le datait autour de l'an 150 000 ans avant l'ère actuelle. Avec les récentes fouilles, on a trouvé un Homo sapiens sapiens au niveau de la Palestine qui date de 175 000 ans avant l'ère actuelle, soit 25 000 ans de plus que la date que Cheikh Anta Diop déclarait dans Civilisation au Barbarie et dans Nation d'Agriculture, dans ses recherches. Cela montre donc que si l'Homo sapiens sapiens remonte à 175 000 ans, qu'on a trouvé en Palestine, partant de l'Afrique, ça veut dire qu'en Afrique, il a existé encore plus loin, c'est-à-dire 300 000, 400 000 ans avant l'ère actuelle. Et nulle part sur aucune plaque terrestre, c'est-à-dire aucun continent, on a trouvé un Homo sapiens sapiens qui date de si longtemps, à part en terre africaine. Et quand on reconstitue la série de l'évolution de l'humanité, ce qu'on appelle l'hominisation, toute cette série d'évolution de l'humanité se déroule en terre africaine. De l'autre côté, on trouvait des éléments fragmentaires, l'homme de Grimaldi, l'homme de Néandertal, etc., etc. Tu comprends? On est donc dans des connaissances disparates, dans des artefacts, des reliques, hein, disparates et déconnectés sur le plan de l'évolution historique. Et quand on arrive même en Europe, l'artefact humain le plus ancien, c'est le négroïde de Grimaldi, donc sorti d'Afrique. Et quand on va dans la grotte de Lascaux, on voit des animaux dansant, donc le totémisme négro-africain. Le blanc ne connaît pas le totémisme. Donc, à plusieurs niveaux, les Étrusques, même en Grèce, là, les premiers initiateurs de la civilisation grecque, c'est les Noirs. C'est lorsque les Caucasiens commencent à descendre qu'ils commencent donc à faire la guerre aux gens du Sud. Oui. On appelle ça, il y a quelqu'un qui a écrit, George James, Destruction of Black Civilization. Donc quand les Blancs ont commencé à descendre, ils ont commencé donc à combattre les civilisations qui ont été initiées au départ par les Noirs et à tuer les gens de là-bas et à subjuguer ces gens par la guerre. Alors que l'homme noir, à la base, il évolue dans une logique pacifique. Il est vrai que dans une histoire récente, les Noirs aussi sont entrés dans les guerres tribales. Mais ces guerres tribales ne sont jamais allées jusqu'au génocide. À un certain niveau du conflit, on faisait toujours asseoir les gens. Des concessions. Voilà, pour faire des rituels, des pactes, pour que les gens ne se combattent plus. Les génocides ont été introduits lorsque nous sommes entrés en contact avec les Occidentaux. C'est en ce moment que les génocides ont été... C'est-à-dire qu'on a commencé à copier leur modèle. Donc, on ne va pas trop s'étendre dessus pour qu'on ne se perde pas dans le sujet. Tout à fait. On est en train de dire donc que le mythe de l'Atlantide, pour terminer par l'Atlantide,
la NASA, le CNRS, ont fait des fouilles pour chercher à justifier l'affaire que Platon raconte là. Personne n'a rien trouvé. On te dit que non, on a trouvé une statuette sous l'océan Atlantique. Oui, oui, la statuette, ça pourrait être dû à un chavirement d'un navire. Hein? Etc., etc. Qu'est-ce qui prouve que l'Atlantide a existé? Rien. Jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il dit que, Platon dit que l'Atlantide était une puissante nation située au-delà des colonnes de Hercule. Hercule, bien évidemment. C'est-à-dire probablement au-delà des détroits de Gibraltar. Voilà. Elle aurait été dotée d'une civilisation aussi variée, mais aurait été détruite par un catalysme naturel. Cataclysme, autant pour moi, naturel d'environ 11 ans. Ouais. 11 000 ans. Avant l'ère actuelle. Voilà. Et maintenant, il ajoute que l'Atlantide est devenue depuis un sujet de nombreuses recherches, de théories, d'imaginaire, en allant de l'idée d'une simple fiction littéraire. Donc, nous, on a un problème avec ça. Voilà. C'est qu'à l'époque de Platon, lui-même, il reconnaît qu'il n'y a aucune preuve sur l'existence de ça. Et maintenant, quand on date, on dit 12 000 ans, 11 000 ans. Quand Platon se situe à 11 000 ans, nous on lui ajoute même encore 1000 ans, on met 12 000 ans. 12 000 ans. Puisque Platon a, entre guillemets, existé autour de 400, l'an 400 avant l'ère actuelle. Donc, nous nous posons la question, Platon, donc, qui nous narre l'histoire, est-ce qu'il a une source sûre? Lui-même, il est dans ce qu'on appelle le vraisemblable. C'est d'ailleurs l'expression qu'il aimait employer dans ses dialogues. Le vraisemblable. Donc, là, moi, je prends Platon, au même titre que l'anneau de Gizeh, le mythe d'air et le mythe de la caverne, comme des enseignements symboliques qui montrent comment les civilisations naissent et comment les civilisations chutent, à cause de la cupidité. Voilà, ça c'est ce que moi je comprends dans le mythe de l'Atlantide. Donc ce n'est pas une histoire réelle, parce que même à l'époque de Platon, on n'a aucune preuve de l'existence de cette histoire-là. Maintenant, les autres sont venus faire des fouilles. Ils ont découvert qu'il n'y a rien. Bon, nous on est situé à 12 000 ans avant l'ère actuelle, mais on a quand même l'os du Shango qui date de 25 000 ans avant l'ère actuelle, qu'on a retrouvé. Mais pourquoi en Atlantide on ne retrouve rien? On a la grotte de Blombos en Afrique du Sud. On a la grotte de Lobombo, entre l'Afrique du Sud, le Swaziland, etc. On retrouve des choses. Mais pourquoi l'Atlantide, on ne retrouve rien? C'est la même question qu'on va poser plus tard sur Jésus. Tout à fait. Voilà. Donc, on est donc en train de dire que le mythe de l'Atlantide, jusqu'à aujourd'hui, reste une fiction. Parce que la NASA et le CNRS se sont donné des moyens, le CNRS en Europe, qui est le grand centre de recherche en Europe, et la NASA aux États-Unis, se sont donné tous les moyens pour chercher à vérifier le mythe de Platon. Ils ne sont parvenus à aucune conclusion probante, avec des preuves à l'appui. Maintenant, il y a des mythomanes qui nous racontent qu'il faut faire un voyage mystique pour aller visiter l'océan Atlantique. On va voir une grande cité là-bas, en marbre, etc., etc., une cité splendide. Moi, je réponds à cela. Hein? Parce qu'il y a l'un de mes élèves qui m'a parlé de ce message. Et je lui ai donné la réponse. La même réponse que je viens de donner ici. Je réponds à cela que chez nous ici, chez moi je suis d'Obala. Et il y a un fleuve dans mon village qu'on appelle Edouma. Il y a des habitations à Edouma. C'est un petit fleuve comme ça. Quand tu arrives à Famba, il y a les gens qui habitent là-bas, il y a les maisons là-bas. Quand tu arrives à la Sanaga, il y a des villes, des villages là-bas, les gens vivent là-bas. Quand tu arrives à Kribi, ici, il y a des villages, des grandes villes là-bas, dans l'eau, hein. Les initiés savent de quoi je parle. Quand tu arrives au Congo, au fleuve Congo, c'est exactement là, mais il y a des villes et des grandes villes et des villages dans le fleuve Congo. Quand tu arrives dans le Nil, il y a des grandes villes et des villages dans le Nil. Quand tu arrives à l'océan Atlantique, hein, à la mer Méditerranée, à l'océan Pacifique, il y a des grandes villes et des villages qui vivent là. On appelle ça des villes parallèles, des mondes parallèles. Et il n'y a que des initiés pour entrer dans l'eau. Ce sont les gens de l'eau qui entrent là-bas. Et donc, je parle avec autorité parce que je suis constamment avec ces initiés qui vivent ces réalités. Et il y a d'ailleurs l'un d'entre eux qui m'a proposé d'aller aussi faire un tour dans l'eau. Faut pas avoir peur, hein, faut pas avoir peur. Donc, je suis en train encore d'évaluer ça parce que
Il ne faut pas aussi aller Allez, entrer parce que dans on vous l'eau a là. invité. Oui, tu vas entrer, mais il faut aussi être capable de ressortir. Oui. Parce que bon, c'est la raison pour laquelle il faut aussi interroger la fiabilité de l'initiateur, hein, du guide, qui peut être un farceur. Et donc, nous, on a déjà la capacité de sentir quelqu'un qui est positif à travers ses vibrations. Les vibrations qu'il émet, on peut déjà savoir. On n'est plus obligé d'aller faire une enquête de moralité. Pas besoin. Voilà. Nous, à notre niveau déjà, on peut déjà savoir que voici un vrai maître, voilà un faux maître. Mais à ceux qui sont encore en train d'apprendre, ils doivent faire des enquêtes de moralité pour chercher à vérifier si la personne est bonne ou elle n'est pas bonne, etc. Donc, le mythe de l'Atlantide reste donc un mythe. Les voyages mystiques qui nous amèneraient dans des villages et des villes parallèles, dans les fleuves, dans les mers, etc., ne justifient en rien l'existence de quelque chose de physique. Donc, tout ça est balayé en brèche. Pour que quelque chose soit confirmé, comme on dit la civilisation égyptienne, on a des choses concrètes. On a au Congo l'os du Shango, concrète. On a l'os de Lobombo, la grotte de Lobombo, la grotte de Bombos, la grotte de Lascaux même en Europe. On a des choses concrètes qui montrent que les gens ont vécu là. Après maintenant, on peut arriver donc sur le site à travers un voyage mystique pour voir les gens qui ont vécu là. Mais on a d'abord les choses concrètes qui montrent que les... Voilà, et c'est là, c'est ça qu'on appelle la science. Donc les gens sont dans des rêveries mystiques et fantasmagoriques. Et ils disent qu'ils sont dans la vérité. Qu'ils sont des très grands initiés. Oui, et que pour atteindre le niveau là, quand tu arrives là-bas, tu ne parles plus. Tu deviens muet. Voilà. Donc, le gars a donc envoyé le message. Il dit que là maintenant, il a fini de parler, il ne parle plus. Que si vous voulez maintenant, si vous êtes des grands voyageurs, allez visiter, allez faire le voyage là-bas. Moi, je lui dis qu'il vienne au Cameroun. Je l'amène à la Sanaga. Je lui fais découvrir les grandes villes qu'il y a au centre de la Sanaga. Le frère là, ça, frère, défi, viens au Cameroun, je t'amène à la Sanaga pour découvrir les grandes cités en marbre qu'on trouve dans la Sanaga. Même au Congo, si tu es congolais, va voir les initiés au bord des fleuves. Ils vont t'amener découvrir les grandes villes qui sont au sein du Congo. Et tu vas donc comprendre que tu te fais manipuler par des gourous. En réalité, l'idéologie, c'est de montrer que les Noirs ne peuvent pas être des bâtisseurs de civilisation. Ce sont des sauvages. Voilà. Donc le mythe de l'Atlantide est couvert de mythes et de mythomanie. C'est-à-dire une imagination, tout au moins à l'époque de Platon, c'était un enseignement. C'est un enseignement que Platon voulait passer. Comment les civilisations naissent, comment elles grandissent et pourquoi elles chutent. Mais ce n'est pas une histoire réelle. Parce que sur le plan archéologique, sur le plan historique même, les récits des autres peuples, etc., rien ne démontre l'exemple. Même chez Platon, Platon lui-même ne dit pas que c'est quelque chose de réel. Il ne le dit pas. Maintenant, Cheikh Anta Diop nous a donné une piste en disant qu'il y a eu l'explosion de l'île de Santorin. Située à la corne au niveau de l'Afrique de l'Ouest, là, quelque part là, que cette île a explosé et qu'elle a émis des débris dans l'espace et que ces débris se sont répandus même jusqu'en Égypte sous le règne des Amenhotep. Et que c'est à cette période, il y a eu un grand cataclysme. Que c'est à ça que les Grecs sont venus se référer plus tard pour parler du mythe de l'Atlantide. Donc, Cheikh Anta Diop en parle dans son ouvrage Civilisation ou barbarie, sur le mythe de l'Atlantide. Et là, on est situé autour de 1400 avant l'ère actuelle. Donc, on n'est plus à 12 000 ans là où Platon. Ça veut dire que c'est pendant la civilisation égyptienne, dans la floraison, dans l'éclosion de la civilisation égyptienne. Donc, là maintenant, il faut détruire maintenant le mythe du déluge. Parce que quand Adam et Ève étaient fabriqués dans le jardin d'Éden, on est autour de l'an 4004 avant l'ère actuelle. Parce que quand on additionne les 930 ans d'Adam jusqu'à Abraham, ça fait 2000 ans. D'Abraham jusqu'au Jésus imaginaire, ça fait 2000 ans, ça fait 4000 ans. Du Jésus imaginaire jusqu'à aujourd'hui, ça fait 6025 ans. Plus 4 ans, ça fait 6029 ans. Ça veut dire que depuis que Adam et Ève ont été créés, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 6029 ans. Mais on te fait comprendre qu'il y a un calendrier sidéral qui rend compte du cycle astronomique qui date de l'an 4236 avant l'ère actuelle, qui a été élaboré par les Égyptiens. On te dit qu'il y a une écriture qui existe 3400 ans avant l'ère actuelle.
N'est-ce pas? Donc, approximativement, les gens avaient déjà inventé l'écriture, approximativement à la période où Adam vivait encore. Parce que si Adam est à 4400 ans, Adam et Ève sont à 4400 ans, l'écriture, les noms des rois, les 12 Horus sont écrits sur les cartouches dès l'an 3400. Donc, fait 4004, ça fait approximativement la même période. Donc, l'écriture existait déjà à cette période-là. Le calendrier est plus vieux qu'Adam et Ève. C'est-à-dire, le calendrier est vieux d'au moins 200 ans avant Adam et Ève. Et ce calendrier rend compte du cycle astronomique, c'est-à-dire le cycle que les astres font dans le ciel. Et ce cycle astronomique complet, quand on entre dans le tout complet du mouvement des étoiles dans le ciel, on est approximativement à 25 000 ans. N'est-ce pas? Oui. Et dans ces 25 000 ans, il faut que les gens me suivent très attentivement. Dans ces 25 000 ans, on dit que le calendrier est élaboré à 4236. Tu prends donc 4236 plus 25 000 ans d'observation. On est déjà à environ 29 000 ans. Et pour que ces observations commencent, il faut qu'un peuple soit déjà né. Qui est un roi, qui est des scientifiques, qui est des prêtres, qui est la justice, qui est tout ça. Toutes les parties prenantes d'une société. Voilà, d'une société. Pour qu'on commence à regarder le ciel, à consigner les choses. Parce qu'on donne des tâches aux uns et aux autres. Oui. Donc il faut que ce soit déjà un peuple constitué. Donc là, on est déjà au-delà de 30 000 ans. Et cela rejoint la thèse de Manéthon, qui était un grand prêtre égyptien et qui a vécu sous l'époque des Ptolémées, notamment Alexandre le Grand et Ptolémée Sotère, Ptolémée Philadelphe, autour de 330 avant l'ère actuelle. Il dit que la généalogie des dynasties pharaoniques remonte à 36 000 ans avant l'ère actuelle. Ça, c'est ce que le prêtre égyptien lui-même dit. Lui-même déclare. 36 000 ans. Donc, nous, on est donc dans Adam et Ève qui est à 4004 ici. Et on est d'abord, sur le plan scientifique, on est à plus de 30 000 ans. Et au niveau du compte rendu du prêtre égyptien lui-même nous dit que la généalogie remonte à 36 000 ans. Bon, en plus de l'os du Shango qui est à 25 000 ans, en plus de la grotte de Blombos à 38 000 ans, en plus de la grotte de Lobombo à 80 000 ans, vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Bon, Adam et Ève donc un arrière petit-fils de tous ces gens qu'on vient d'énumérer là, de cette civilisation-là. Donc, Adam et Ève ne sont pas les premiers hommes sur Terre. On ne peut donc pas dire que tout Hermès est le fils d'Adam ou le machin. Tout ça, c'est des affabulations. On ne peut pas nous parler de l'Atlantide comme antérieure à la civilisation africaine. On ne peut pas nous parler des Nibiru, hein, des Anunnaki. Tout ça est balayé en brèche. Suite à toutes les énumérations que je viens de faire là. Tout ça est balayé en brèche. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur l'Atlantide. Je m'arrête là, en ce qui concerne l'Atlantide. D'accord, j'espère que vous avez pris des notes, hein, surtout des chercheurs. Il a si bien énuméré comment est-ce qu'il faut faire la méthodologie de recherche quand on est face à un sujet comme l'Atlantide, par exemple. Il ne suffit pas d'aller sur Google et taper l'Atlantide et prendre des notes. Il suffit de creuser, de lire, de chercher ceux qui ont écrit sur l'Atlantide. Ne pas rester focus sur un seul document. Interroger même des personnes ressources, par exemple, comme lui. Même l'archéologie. Oui, même l'archéologie, aller même dans d'autres filières pour que ce soit en histoire, que ce soit en archéologie, linguistique. Il faut toucher tous ces pans pour rassembler et trouver ce qu'on appelle la vérité. Alors, on va poursuivre, frère Todd, cette fois-ci. Comme nous sommes toujours dans cette lancée de la poursuite, on cherche toujours à savoir ce qui est vrai. Je pense que c'est ce qui est même au cœur de la renaissance africaine du Kemet TV, la recherche de la vérité et la compréhension, bien évidemment, des textes qui sont écrits. On va poursuivre avec la deuxième, ou bien le deuxième sujet qui parle de Hermès Trismégiste. Je m'en vais aussi m'exercer en fonction des petites connaissances qu'on a eu à rassembler. Vous allez renchérir et surtout éclairer, clarifier surtout. On parle de Hermès Trismégiste, on dit que celui-là, c'est une figure hybride issue de la syncrétisme du syncrétisme.
du syncrétisme entre la mythologie égyptienne et la mythologie grecque. Il est donc considéré ici comme un sage, un magicien et un dieu du savoir. Alors, Fred Toth, est-ce que vous faites cette façon de penser vous tente? Oui, bien évidemment, ça c'est clair. Je suis content que tu aies quand même fait ces recherches. Moi, ça m'encourage. Hein. Quand je travaille avec des sœurs, Oui. comme Segmet, comme toi, Matt, je vois que si l'Afrique de demain a des femmes comme vous, oh, mais on est gâtés, on est gâtés. On n'a plus besoin de femmes qui vont aller crier chaque jour Jésus. On a besoin de femmes qui vont sur le terrain de la recherche pour vérifier ce qui a été dit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce qu'on raconte là est vrai? Est-ce qu'on doit vivre sur la base des on-dit ou sur la base de ce que nous aurons vérifié nous-mêmes? Donc déjà, merci pour tes recherches. Et puis, je vais donc poursuivre dans le sens de ce que tu as commencé à dévoiler. À savoir que effectivement Hermès Trismégiste est issu de la logique syncrétique égypto-grecque. C'est-à-dire que lorsque Alexandre arrive en Égypte, il s'installe en Basse-Égypte parce qu'il a toujours, lui et tous les Ptolémées ont été combattus par des pharaons locaux. Oui. Je vais au moins nommer deux, Ho-Unefer et Ankh-Unefer, qui ont combattu ces étrangers jusqu'au dernier moment, même jusqu'au règne des Romains. Et donc, ils se sont installés au niveau de la Basse-Égypte. La Grèce n'a pas occupé toute l'Égypte. Depuis les Hyksos. Donc, c'est plus tard, c'est les Romains qui viennent s'installer, qui étendent les trucs jusqu'en Basse-Égypte plus tard. Parce que les derniers initiés ont compris que l'Empire était déjà tombé. Oui. Et qu'il fallait se replier maintenant au cœur de l'Afrique. C'est d'ailleurs, ce sont ces initiés qui ont créé les groupes initiatiques tels que le Vaudou au Bénin, tels que le Komo au Mali, tels que les Dogons, tels que les Mbombok, les Asolombon chez les Bétis, etc. Le Lakam chez les Bamileke. C'est ces initiés. Il est vrai que les premiers initiés sont partis du cœur de l'Afrique pour créer la civilisation nubienne et la civilisation égyptienne. Quand ces civilisations tombent, les descendants rentrent maintenant au cœur de l'Afrique, au retour au Bercail. Ils rencontrent maintenant leur père, leur frère de cette époque-là. Ils leur apportent des choses que ceux qui sont dans les forêts n'ont pas. Et ils se complètent donc en termes de connaissances pour créer quelque chose c'est pour ça qu'on peut voir par exemple les Sawa porter les pagnes comme les Égyptiens. Les Bassa portaient les pagnes comme les Égyptiens. Même chez nous, les Étones, j'ai vu des papas qui portaient des pagnes comme les Égyptiens. Donc, cette culture est restée ancrée. On voit la plume. D'ailleurs, j'ai mon chapeau avec la plume. C'est la plume de Maat. On voit la peau de panthère que les pharaons portaient. C'est exactement la même chose qu'on retrouve dans les chefferies. Béti, Bamileke, même chez les Pygmées. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus pour ne pas trop s'étendre. Donc, en fait, Hermès Trismégiste, il faut d'abord préciser que Hermès est une divinité du panthéon grec. Que dit le dictionnaire des mythes? Voici le dictionnaire des mythes. Si vous pouvez faire un zoom. Voilà. On est dans le dictionnaire des mythes. On va lire donc qui est Hermès en face de tout le monde. Avant que ça ne devienne Trismégiste, on dit fruit du viol de Maya, la fille du géant Atlas, par Zeus, né dans une caverne. Donc, Hermès là, il est né un fruit du viol. Ça dit que la mythologie grecque là me fait froid au dos. Fruit du viol de Maya, la fille du géant Atlas. Et qui viole Maya? C'est Zeus. Donc, Zeus c'est un violeur. Et on dit que non, c'est Zeus Amon. Dans le panthéon africain, il n'y a pas un Amon qui viole les filles. Voilà. Par Zeus, né dans une caverne à Acadie, sur le mont Silène. Le mythe de sa naissance provient d'un culte de fertilité pré-hellénique des phallus de pierre. En effet, à l'origine, Hermès n'était pas un dieu, mais la force qui résidait dans la pierre phallique, donc le pylône, quoi. La puissance totémique d'une colonne phallique, donc du pylône, oui. Au Caïn, autour de laquelle avaient lieu des danses orgiaques
en l'honneur de la déesse Terre. Quand on parle de danse orgiaque, ça veut dire que vous buvez le vin et vous commencez à vous pilonner en dansant. Voilà. On appelle ça la danse nuptiale. Voilà. Donc, voilà, c'est ça qui est décrit dans la mythologie grecque. Donc, Maya représente l'aspect vieille femme. Voilà. Puis, il fut considéré en Acadie comme le protecteur des troupeaux, un esprit de la fécondité, responsable de la prospérité des cultivateurs. Il était aussi le démon des bornes ou tas de pierres. Donc, on ne va pas trop s'étendre là. On va voir d'où vient. Donc, en bas ici, on nous dit, il était le guide des voyageurs, exerçant son pouvoir souverain sur les routes, le protecteur du commerce et des commerçants. Par extension, il est devenu psychopompe, conducteur d'âme dans l'au-delà qui régnait aussi sur les rêves. Le jour même de sa naissance, Dieu, Algéphontès, plein d'éclat, se fit remarquer par des exploits pas toujours avouables. Sa mère le déposa dans un panier d'osier. Bon, ça c'est les détails. Le rusé Hermès échangea également sa flûte de berger en roseau contre une houlette en or, qui le consacrait Dieu des pâtres. Conduit dans l'Olympe par Apollon, il séduisit Zeus par ses talents, sa verve et son savoir-faire. Muni d'un chapeau rond, de sandales ailées et en or aussi rapide que le vent, et de sa houlette à 3 cordons blancs. Donc voilà le Hermès grec qu'on est en train de décrire ici. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on va dire après. Donc, à peu près, voilà ce que la mythologie, parce que c'est trop long. Après, maintenant, on arrive donc, Hermès, le Hermès grec, inventa l'astronomie, l'échelle musicale, l'art, la boxe et les arts gymniques, le poids et les mesures, dieu des commerçants et de la culture de l'olivier. Ensuite, on arrive donc à Hermès Trismégis. Que dit le dictionnaire des mythes? Hermès Trismégis fut aussi assimilé au dieu lunaire égyptien Thoth. Et les néoplatoniciens ont fait de lui l'illuminateur, le guide, le dieu du mystère et de la révélation sous le nom de Hermès Trismégis, le 3 fois grand, parce qu'il était roi, législateur et prêtre, à une époque où la religion, la magistrature et le gouvernement étaient associés. Ce terme générique désignait à la fois un homme, une caste et un dieu. Homme, Hermès, est le premier initiateur de l'Égypte. Caste, c'est le sacerdoce, dépositaire des traditions occultes. Dieu, c'est la planète Mercure, assimilée avec sa sphère à une catégorie d'esprits d'initiateurs divins. Au IIIe siècle de notre ère, on parlait beaucoup de sa doctrine basée sur la science occulte, expliquée dans une quarantaine de livres grecs, dont le plus cité, Hermès Trismégis, renfermait des reliquats de l'antique théogonie sur la base de l'initiation égyptienne, Certains de ces documents ont servi aux alchimistes pour leurs recherches, notamment la table d'émeraude, ainsi nommée parce que ces préceptes étaient gravés, dit-on, sur une grosse émeraude portée au doigt par le grand prêtre du collège des mages. Donc, nous constatons ici que dans le panthéon grec, il y a la divinité qu'on appelle Hermès, qui n'est pas Hermès Trismégis. Il faut que, comme je viens de lire là, il y a on voit qu'on parle de Hermès, après maintenant, on vient parler plus tard de Hermès Trismégis. Et on décrit Hermès Trismégis comme la fusion syncrétique doctrinaire de la divinité Thoth et de la divinité Hermès. Parce qu'en grec, on dit, chez les Grecs, on dit que Hermès est l'inventeur de l'astronomie, de l'agriculture, etc., etc. Il faut donc trouver la similitude dans le panthéon égyptien, notamment la divinité Djéouti, que les Grecs ont appelé Thoth. Et c'est d'ailleurs cette même divinité que Platon décrit dans, je crois, le Phèdre, où il dit que Thoth est l'inventeur de l'écriture, des arts, etc., etc. Mais nous avons un problème, c'est quoi? C'est que la divinité Djéouti, dont la ville égyptienne était Kemnou, c'est-à-dire Kemenou, ou alors Hermopolis. C'est les Grecs qui viennent dire Hermopolis pour dire Hermès. Dans Hermopolis, tu entends Hermès là à l'intérieur. Oui. Mais les Égyptiens disaient Kemnou ou Kemenou, c'est-à-dire la ville du premier temps, du temps ancien, c'est-à-dire la ville du secret. Voilà. Voilà.
Donc, il y avait la ville du secret des secrets qui était Ouasset. La deuxième ville hautement initiatique, c'était Kemnou. La troisième ville hautement initiatique, c'était Iounou, Héliopolis. Et la quatrième ville hautement initiatique, qui était dans la ville de la production intellectuelle et scientifique, c'était la ville qu'on appelait Men-Nefer, c'est-à-dire Memphis. On a donc Ouasset, la ville de l'initiation la plus haute et la plus primordiale, dont la divinité est Imana, Amon. On a Kemnou ou Kemenou, la ville de la divinité de la sagesse, qui est Thoth, Djeouti, Thoth, Théouti. La ville de la lumière, de la grande voyance, le grand voyant du temple d'Héliopolis, d'Iounou. Donc, c'était Héliopolis. Et on a donc la ville de la production intellectuelle et scientifique, qui est donc la ville de Mednefer. On dit donc que ce sont les initiés des disciples de Ptah, les prêtres de Ptah, qui sont les bâtisseurs des pyramides. Donc, après avoir subi la première haute initiation à Ouasset, après avoir pris la seconde haute initiation à Kemnou, après avoir pris la troisième haute initiation à Iounou, on finit donc par devenir un producteur, c'est-à-dire un innovateur. Il faut donc un bâtisseur. Très bien dit. Donc, quand les Grecs arrivent autour de l'an 330 avant l'ère actuelle, ils se rendent compte que l'Égypte est avancée à tous les niveaux et que les Grecs, doivent se mettre à l'école. D'abord, avant que Alexandre n'arrive, les Pythagore, les Thalès, ce qu'on appelle théorème de Thalès. Tu ne peux pas construire une pyramide et tu ignores les propriétés des triangles. Donc, dans le papyrus de Yamoussoukro, autour de l'an 1700 avant l'ère actuelle, il est présenté les propriétés des triangles. Le papyrus de Yamoussoukro date d'environ 1700 avant l'ère actuelle. Les Pythagore arrivent autour de l'an 580 avant l'ère actuelle. Les Thalès sont autour de l'an 600 avant l'ère actuelle. Donc, faire 1700 avant l'ère actuelle, moins 700 ans. Donc, 1000 ans avant la naissance de Thalès, on avait déjà les propriétés des triangles dans le papyrus de Yamoussoukro. Après, on vient nous dire le triangle de la propriété de Thalès, le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore. Donc, tu vois que l'histoire n'est bâtie que sur le mensonge. La science n'est bâtie que sur le... Et les gens govent, tous les gars qui sont dans le secte là, ils boivent ça comme du petit lait. Et on nous enseigne ça dans les écoles. Dans les écoles. Et les gens vieillissent dans le mensonge. C'est pour ça que l'élite politique africaine est abrutie. Parce qu'on les a détournés de la vérité pour les connecter vers le mensonge. Donc, quand nous constatons donc l'arrivée des Grecs, déjà les Grecs avaient déjà commencé à venir étudier. Donc quand Alexandre descend, c'est pour asseoir son pouvoir sur la connaissance que les Égyptiens avaient. Il a donc contacté beaucoup de prêtres égyptiens, parmi lesquels Manéthon, qui savait lire le grec, qui savait écrire le grec, mais qui était aussi un grand prêtre égyptien, de pouvoir traduire les textes égyptiens en grec. C'est de là que naît le syncrétisme. On a donc des divinités comme Zeus Amon, on a des divinités comme Osiris Apis, on a des divinités comme Thoth Hermès Trismégis, on a des divinités comme Ho Apollon. Donc en fait, c'est des ignorants qui viennent te dire qu'Hermès Trismégis a réellement existé. Donc ils ne savent pas que tout ça est issu de la période du syncrétisme égypto-grec, où les prêtres égyptiens ont tant bien que mal, parce qu'ils ne pouvaient pas mettre les secrets dans les textes grecs. Ils ont fait semblant de faire ça en fait, mais ils ne donnaient pas les secrets aux Grecs. Mais ils voulaient faire plaisir à Alexandre. Peut-être ils n'entraient pas dans les profondeurs. Jamais ils ne pouvaient pas dévoiler les secrets des secrets. Donc c'est pour ça que même l'ésotérisme occidental tend plus vers les pratiques septièmes, c'est-à-dire négatives. Ils ne maîtrisent pas la maths. Donc, on a donc des syncrétismes à la même période. On a Ho Apollon. Donc, on a Horus associé à Apollon chez les Grecs. On a Zeus Amon. Zeus, c'est à la période là. On est autour de l'an 300 avant l'ère actuelle. C'est donc exactement à la même période que naît Thoth Hermès Trismégis. Et Trismégis là, c'est 3 fois grand. Quand on écrivait le nom de Djeouti, les pharaons disaient Djeouti, Théouti. Théouti, ça veut dire 3 fois grand, très élevé.
C'est ça que les Grecs ont dit Trismégiste. 3 fois grand. Voilà, 3 fois grand. Théouti, et ils ont dit Trismégiste. Donc 3 fois grand. Et on a maintenu même ça dans nos langues. Hein? Mettez Kadna. Au Kalga. Hein? C'est resté dans nos langues. Loa. Et c'est comme si tu suppliais quelqu'un, donc tu exaltais quelqu'un. C'est une parole d'exaltation. Voilà, de flatterie. Donc, quand quelqu'un se lève et dit que tout Hermès Trismégiste, que Hermès il a existé. En fait, c'est des ignorants qui ne connaissent pas ce qui s'est passé entre Alexandre le Grand et Ptolémée Sotère. Donc, c'est Ptolémée Sotère qui est donc l'initiateur du syncrétisme gréco-égyptien. Que signifie Ptolémée Sotère? Sotère signifie sauver. Ptolémée, le sauveur. Donc c'est le premier messie grec avant que Jésus ne vienne raconter. Le Jésus mythologique là. Hein? Donc, on a donc des figures qui apparaissent telles que le culte de Sérapis. Donc Sérapis c'est Osiris Apis. Donc une association entre Osiris et Apis. Voilà. Et c'est ça que les Grecs appellent Sérapis, le culte de Sérapis. C'est à la même période que naît Hor Apollon. La même période que naît Zeus Amon. La même période que naît Thoth Hermès. Bon, voilà, maintenant tu comprends. Donc, des petits farceurs qui viennent s'appuyer sur ce qu'on a écrit au 1er siècle, au 2e siècle, ne savent pas que le syncrétisme a commencé 3 siècles avant. Et que c'est plus tard qu'on a donc commencé à vouloir dire que Thoth Hermès est le 3e fils d'Adam. D'autres disent que Hermès est le dieu Thoth. Ensuite que son fils c'est Agodé et que son petit-fils c'est Tat. Donc là on est dans ce qu'on appelle le corpus hermeticum. On a donc l'ensemble des textes qui regroupent ce corpus de livres. On a Korei Cosmo, c'est-à-dire la pupille du monde. On a on a Korei Cosmo. On a Poimandres, donc Pimandre. On a Asclepius, donc Asclepios, et on a des fragments, les autres fragments. C'est tous ces textes-là qui constituent. Et le texte nommé Asclepius est rédigé entre le 3e et le 4e siècle de l'ère actuelle. Le texte Korei Cosmo et Poimandres est situé entre le 2e et le 1er siècle avant l'ère actuelle. Et ce qu'on appelle la table des Mérode, là, Tabula Smaragdina, au niveau, à la période du Moyen-Âge, à la période médiévale, n'est que la reprise des extraits des textes des pyramides, des extraits des textes des sarcophages et des extraits du livre des morts. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Mais c'est la pyramide, parce que voici la pyramide. Voilà la pyramide. Toutes les pyramides que tu vois là sont comme ça. Hein. Peut-être que tu ne savais pas ça. Ils ont creusé en bas. Comme le pic monte en haut là. C'est comme ça que c'est en bas. Oui. C'est ça. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, ça fait circuler les énergies telluriques partant du cœur de la Terre, du noyau terrestre, qui montent au cœur de la pyramide, et les énergies stratosphériques, ionosphériques qui descendent et qui fusionnent au cœur de la pyramide et qui tournoient, qui créent donc les processus de transmutation. Et à l'intérieur de ces pyramides, il y a des sarcophages là-bas. Sauf qu'on avait enlevé à une certaine période les pyramidions, qui étaient donc des capteurs des énergies supérieures pour permettre donc la transmutation des corps en énergie au cœur des pyramides. Nos ancêtres ont atteint le haut niveau de technologie. C'est pour ça qu'on ne veut pas nous faire comprendre que c'est nous. Parce que si on se réveille, on dit que c'est nous. L'Afrique se réveille même en 20 ans, 30 ans. Donc, on nous a toujours enseigné que c'est le blanc qui nous enseigne l'écriture. C'est lui qui nous enseigne à nous habiller, à connaître Dieu, etc. Donc, ce complexe d'infériorité a fait en sorte que l'homme noir commence à dire « je mange comme un blanc, je m'habille comme un blanc, je paye comme un blanc, etc. etc. » Donc, tout Hermès Trismégiste n'est qu'un résultat du syncrétisme gréco-égyptien, inauguré par Alexandre le Grand, poursuivi par Ptolémée Sotère, poursuivi par Ptolémée Philadelphe, poursuivi par Ptolémée Philophator, jusqu'au dernier Ptolémée. Et quand les Romains arrivent, les Romains asseyent donc ce syncrétisme et y attribuent des noms maintenant latins.
Donc tout Hermès Trismégiste est un personnage légendaire qui n'a jamais existé au même titre que l'Atlantide. Donc c'est tout simplement un syncrétisme, c'est-à-dire une assimilation entre ce que les Grecs ont chez eux et ce qu'ils trouvent chez vous. Et ils mélangent ça. Ce n'est pas un personnage historique. Vous les petits ignorants de la franc-maçonnerie là, vous tirez vos oreilles. Allez vérifier ce que je dis. Si vous voulez, vous me contactez, je vous donne les papyrus et les textes grecs. Donc là, on appelle ça quoi? Le truc de Rosette là. Et même le texte, les expressions m'échappent là. Oh là 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 là. La pierre de Rosette. Et il y a une autre pierre là qui synthétise en même temps l'écriture hiéroglyphique, le démotique, le hiéroglyphe, le hiératique, le démotique, le copte et le grec en bas pour montrer comment les gens de cette époque-là réussissaient à traduire les textes égyptiens en grec. Parce que le copte était une langue à cheval entre l'égyptien ancien et le grec. Il y a d'ailleurs plusieurs mots grecs dans le copte. Tu comprends un peu? Donc, c'est inscrit sur la pierre de Rosette. Et donc, sur la base de cette documentation, on est donc capable de restituer la vérité et de faire sortir les rêveurs là, des sectes là, de l'ignorance dans laquelle on les entretient. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Hermès Trismégiste. Je crois qu'on va vers la conclusion. Avant d'arriver au niveau de la conclusion, on va revenir au niveau de notre personnage biblique Jésus-Christ. Ouais. Parce que notre sujet parle non seulement de Hermès Trismégiste, on a également parlé de Atlantide. Maintenant, entrons dans la religion catholique, c'est-à-dire Jésus-Christ, celui-là qu'on considère comme le Dieu Tout-Puissant, qui est fait à l'image de son Père, qui est venu ici sur terre sauver les chrétiens, les pécheurs. Et au finish, c'est la résurrection. Et c'est à partir de la résurrection que il y a expansion de la croyance en cet être fictif, comme vous aimez souvent le dire. Déjà, j'ai fait plusieurs émissions sur Jésus. Ici à Kemet TV. Les gens peuvent aller en ligne. D'accord. La première émission que j'ai faite, d'abord même dans ma propre chaîne YouTube, Pek Ya Kamata. P-E-K, espace, Ya, Y-A, apostrophe A, espace, Kamata. K-A-M-A-T-A. Vous allez sur YouTube, vous tapez Pek Ya Kamata. Vous tapez Origine du christianisme. C'est une série de 9 vidéos. Vous suivez de la première à la 9e vidéo. C'est là où je vous montre l'origine du christianisme. Comment le personnage de Jésus a été fabriqué. Comment on a neutralisé le mouvement essénien pour créer le christianisme. Ça, c'est très important. Parce que dans cette série de vidéos, ce n'est pas un débat. Je parle avec la documentation à l'appui. Donc, cette série de vidéos peut aider beaucoup de personnes qui vont écouter cette émission. Je dis dans Pek Ya Kamata, vous tapez Origine du christianisme. C'est une série de 9 vidéos. Prenez le temps d'écouter de la première jusqu'à la dernière, qui est la 9e. Donc, ici à Kemet TV, je suis revenu dessus au cours d'un débat avec un prêtre belge, notamment Castellman. Oui, oui. Le débat intitulé Jésus-Christ, mythe ou réalité. Il y a eu acte 1. Il a été battu, il est rentré avec la queue entre les jambes. Il est revenu, comme il a la peau de crocodile, il dit qu'il va encore m'affronter. Acte 2. Je l'ai encore tabassé. Cette fois-là, il est rentré en rampant, en languissant, etc., etc. Donc, et plus tard, je crois qu'avant ça, j'ai même fait aussi un débat avec Camille Makosso sur le Jésus, à Vision 4. Et il y a de cela 3 ou 4 ans. Je crois 4 ans environ. Donc, j'ai fait tellement d'émissions sur Jésus pour montrer que Jésus n'est pas un personnage historique, que je ne vais pas trop m'étendre aujourd'hui. Je vais seulement donner quelques éléments. Le premier élément, c'est que les prophéties de Jérémie, de Daniel, d'Ézéchiel et tout ça l'annoncent comme un Messie qui vient et qui va venir naître pour sauver le monde. Et il s'appellera Emmanuel. Et il sera de la lignée sanguine de David. C'est-à-dire il sera un descendant de David. Mais nous constatons une chose très grave.
c'est que partant de David jusqu'à Jésus, entre Jésus et David, il y a Joseph. Mais Joseph n'est pas le père de David. Donc quand vous partez lire la généalogie de Matthieu, la généalogie de Luc, nulle part Jésus n'est descendant de David. C'est Joseph qui est descendant de David. Mais est-ce que Joseph a connu sexuellement Marie pour enfanter Jésus? Mais Jésus n'est pas la voix du Saint-Esprit, donc un fantôme qui est venu prendre possession du corps d'une femme mariée, la fiancée de quelqu'un. On appelle ça l'adultère. Alors que le même Dieu l'a dit que tu ne commettras point d'adultère. Donc, Jésus, l'enfant adultérien, n'est pas de la descendance de David. Et lui-même né du péché, il ne peut donc pas être pur, il ne peut donc pas être un Messie. D'abord, il ne peut pas être un Messie à deux volets. Premier volet, c'est que si les prédictions, c'est-à-dire les prophéties, s'étaient réalisées, alors on dirait qu'il est le Messie. C'est-à-dire que c'est celui que Dieu a annoncé depuis les prophètes. Mais celui que Dieu a annoncé depuis les prophètes doit être issu du sang de David. Mais Jésus n'est pas issu du sang de David. Le deuxième point, c'est que le même Dieu là, il dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus est un enfant adultérien. Donc on a là un double problème. Il ne peut pas être le Messie, d'abord, premièrement, parce que la prophétie ne rejoint pas ce qu'il est. Deuxièmement, parce qu'il sort du péché. Comment quelqu'un qui est pécheur vient sauver les gens des péchés, vient délivrer les gens des péchés? Donc voilà les deux problématiques fondamentales qui sont issues de cette affaire-là. Maintenant, on va plus loin. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean sont rédigés plus de 100 ans après l'existence du personnage en question. Donc ça veut dire que les gars là, ils ont attendu 100 ans avant de commencer à écrire. Ceux qui ont besoin de la documentation peuvent me contacter, je vous donne la documentation là-dessus. L'évangile le plus ancien, c'est l'évangile attribué à Jean. On dit que c'est 4 phrases et que ce n'était même pas complet. Sur le papyrus John Ryland, à Manchester, en Angleterre. Vous pouvez aller à Manchester, en Angleterre, on vous montre le papyrus John Ryland. C'est l'évangile le plus ancien. Donc l'évangile de Luc, Marc, Matthieu, etc. viennent après. C'est rédigé plus tard. Et ce n'est pas rédigé par ceux qu'on présente comme les disciples de Jésus. Mais c'est rédigé par des moines romains qui sont en train de poursuivre l'œuvre de Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, qui savait lire le grec et le latin, et l'écriture romaine. C'est Paul, avec la participation de son maître Gamaliel, qui était un rabbin, ce sont eux qui ont créé le christianisme. Et ils créent le christianisme pour détruire le mouvement essénien. Parce que ce mouvement essénien concurrençait le mouvement pharisien. Donc en réalité, Paul est un pharisien et son maître qui est Gamaliel, et il était un rabbin, c'est-à-dire le rabbin des rabbins. C'est lui, les deux étaient des pharisiens, et pour détruire le mouvement essénien, il fallait créer un mouvement qui ressemble à ce mouvement-là. Mais avec la complicité de certaines autorités romaines. C'est pour ça que Rome a récupéré le christianisme. En partie parce que les mouvements syncrétiques nés à l'Antiquité tardive constituaient une certaine gêne face aux mouvements extrémistes tels que les zélotes et les pharisiens. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, les Esséniens ont élaboré le syncrétisme entre le culte d'Isis et le judaïsme. À l'intérieur de ce syncrétisme, on découvrait donc les pratiques qu'on ne retrouvait pas dans le judaïsme traditionnel, telles que le baptême, l'Eucharistie, la notion de disciple, la notion de fils de Dieu, la notion de assis à la droite du Père, etc., etc. Lesquelles notions on retrouve dans les textes des pyramides, dans les textes des sarcophages, dans le livre de Sortir à la lumière qu'on appelle le livre des morts. Dans le texte des pyramides, il est écrit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Et là, c'est la déesse qui parle, ce n'est pas le Dieu masculin au ciel qui parle. Donc, ils renversent, ils ont même inversé tout. Donc, quand les Esséniens viennent s'acoquiner au culte d'Isis, ils maintiennent leur pratique du judaïsme. Parce que dans les textes esséniens, il y a toujours Adam, il y a toujours Noé, il y a toujours Abraham, il y a toujours ceci. Mais ils y ajoutent les notions telles que le baptême, la notion de fils de Dieu, l'Eucharistie, les disciples, le sauveur, etc., etc. Donc, c'est ça qu'on appelle le syncrétisme. Donc, on prend là-bas, on mélange, on crée quelque chose. Et c'est ça qui a commencé à révolter les pharisiens et les zélotes. C'est pour ça qu'ils ont combattu l'essénisme. Et la meilleure manière de tuer l'essénisme, c'était de donner la charge à un pharisien de créer un mouvement parallèle
Et dès le premier siècle de l'ère actuelle, le mouvement essénien s'est éteint. C'est le christianisme qui a pris de l'ampleur. l'ascension. Voilà. Donc, on comprend très clairement que le mouvement qui a été créé par Rabban Gamaliel et Saul de Tarse avait pour but donc de détruire. C'est la même technique que ces gars emploient. Pour détruire le mouvement kamite, on crée des kamites qui viennent dire Hermès Trismégis, tout Hermès Trismégis, l'Atlantide, après l'Égypte pharaonique. Donc on crée des gars qui sont dans une bulle d'embrouille pour venir perturber et semer la confusion et l'Atlantide dans l'esprit de ceux qui suivent la voie de la vérité. Donc c'est la même technique qu'on crée aujourd'hui. Un parti politique qui est dans la vérité, on crée un parti parallèle qui est dans le mensonge. Et on sponsorise ce parti pour tuer le parti qui est dans la vérité. Donc c'est exactement les mêmes techniques qu'on continue d'utiliser. C'est pour ça qu'on incite les uns et les autres de s'acharner dans la recherche. Parce que ça ne sera pas toujours moi qui vais venir intervenir. Que chacun prenne ses responsabilités pour ne plus se laisser manipuler et pour ne plus se laisser duper. Je termine donc par là, en ce qui concerne Jésus. Oui. La date de naissance, la période de recensement, les Romains, depuis les Romains, jusqu'à aujourd'hui, on a fouillé des archives en Syrie. On dit que sous le règne de Quirinus, sa mère, le roi de Syrie, celui qui régnait en Syrie, sa mère, Marie et Joseph sont allés pour le recensement. On allait fouiller les archives de Syrie là-bas. On n'a pas trouvé Jésus, fils de Marie et de Joseph. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé. Donc, la généalogie, il n'a pas une généalogie. Oui. Deuxièmement, donc il n'est pas descendant de David. Les prophéties ne le concernent pas. Donc il n'est pas le Messie. Le personnage qu'on nous présente est né d'un adultère. Si c'est vraiment un personnage réel. Troisièmement, cette personne n'a pas d'acte de naissance. Quatrièmement, les évangiles sont écrits plus tard. C'est-à-dire 100 ans plus tard. Et cinquièmement, la tombe est découverte au 4e siècle. C'est l'impératrice Hélène, la mère de Constantin, qui dit que mais depuis là, vous parlez de quelque chose, il n'a même pas de tombe. Comment quelqu'un peut exister sans tombe? C'est comme ça qu'on arrive au Proche-Orient, on trouve la tombe où on voit le culte à la déesse Vénus, on creuse, on trouve des reliques, on dit que maintenant, à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus le site sacré de la déesse Vénus, ça devient maintenant la tombe de Jésus. C'est comme ça, au 4e siècle. Il y a même contradiction. Parce voilà. Que quand on dit, voilà la tombe, on voilà. trouve les reliques. Voilà. Maintenant, on dit, il est ressuscité. Il est ressuscité. Voilà. Voilà, c'est un problème. Complexe. Les histoires de 1er siècle avant Jésus, 2e siècle avant Jésus, qui dit la date? C'est Julien le Petit, un moine romain au 4e siècle, qui dit que Jésus est né vers l'an 0. Donc 4 siècles plus tard, on vient nous dire, au lieu qu'on nous dise le jour là, qu'il est né là, que la date commence là. C'est un moine du 4e siècle qui vient nous dire que Jésus est né à l'an 0. Dernière chose, Golgotha n'existe pas au 1er siècle. Nazareth n'existe pas au 1er siècle. Jésus de Nazareth là, donc c'est quoi? Donc on a tous ces problèmes là. On a énuméré tout ça dans les émissions que j'ai citées. Je crois que je peux m'arrêter là pour montrer que la figure de Jésus n'est rien d'autre qu'une figure falsifiée et pervertie de la figure d'Osiris, la divinité qui est morte et ressuscitée. Otep. Otep, on poursuit cette fois-ci. On veut voir s'il y a un lien entre tous ces sujets qu'on a eu à citer, Jésus et Hermès Trismégis. Il faut voir l'Atlantique également. Est-ce qu'il existerait un lien? Oui, le lien, il n'est qu'un lien idéologique. Ce n'est pas un lien réel. Oui. C'est un lien qui vise à légitimer le fait que les Noirs n'ont rien apporté à la civilisation. Les Noirs n'ont rien apporté à la spiritualité. Les Noirs n'ont rien apporté à la science. Donc, ces figures légendaires qui flottent dans l'air et qui n'ont pas un ancrage réel, ce sont des figures imaginées par une théorie du complot qui vise à gommer le fait que ce sont les Noirs qui ont initié la première civilisation, en introduisant dans nos têtes que ce sont les Atlantes qui ont civilisé les Noirs. Ils vont même plus loin, ils disent qu'avant les Arabes, il y avait les Lémuriens, il y avait les Hyperboréens, etc. Et qu'après nous, maintenant, il y aura les Lilliputiens. Donc les gars sont dans des théories du complot que tu ne peux pas imaginer. En réalité, nous disons, nous sommes dans la bulle de l'ancrage. Oui. Quand vous nous parlez de quelque chose, on doit toucher cette chose du doigt. On doit la voir, la lire, la palper.
Quand maintenant on fait le voyage mystique, on peut avoir la même chose, on dit que ok, c'est bon, tu as raison. C'est tout. Donc, le lien est un lien idéologique et flottant qui n'a aucun ancrage réel, historique et scientifique. OTEP. OTEP, hein. On va comme ça à la fin de notre production de ce jour, hein, et on va sortir justement avec cette problématique également, cette question qui taraude aussi les esprits de beaucoup d'entre vous qui regardez. Sachez que nous sommes sur Kemet TV, au cœur de la Renaissance africaine. Est-ce que ce sont des réalités historiques? Justement, comme je viens de le démontrer, nous tous on constate que ce ne sont pas des réalités historiques. Est-ce qu'on va encore dire? Voilà. Et comme ce ne sont pas des réalités historiques, nous avons compris que tout cela émane des thèses révisionnistes. Parce qu'on va vers la conclusion. Oui. Tout ce qu'on vient d'énumérer émane des thèses révisionnistes qui aimeraient continuer de maintenir dans l'esprit du noir que le noir est un sauvage, c'est une bête, etc., etc., et qu'il a reçu tout des autres et qu'il n'a rien apporté à l'humanité, à part cueillir les fruits comme des singes et des gorilles, à part aboyer comme des loups dans les forêts, à part sa sexualité bestiale, avec son costaud pilon et tout ça, toute la virilité. Donc voilà la bulle dans laquelle on veut nous restreindre, dans la bulle animalière, dans la bulle primitive, bestiale. Et on nous refuse donc la rationalité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'aliéné nègre dit l'émotion est nègre, la raison est laine et l'émotion est nègre. C'est vrai qu'on peut aussi prendre ça d'une autre manière, parce qu'il voulait montrer quand même que le noir a la sensibilité et qu'il est quand même quelqu'un qui a le cœur chaud, qu'il est humaniste, alors que l'autre est froid, la rationalité froide, qui peut tuer froidement sans remords. Donc, on peut essayer aussi d'analyser ça dans ce sens. Mais en le disant au premier abord, quand on dit que nous sommes plus émotifs que rationnels, ça devient un problème. On fixe des limites à nos capacités intellectuelles. Donc, nous disons aujourd'hui, de manière solennelle, et avec toute la verve possible, que toutes ces thèses révisionnistes, initiées par des francs-maçons, des kabbalistes, des juifs kabbalistes, pour nier au noir la science, la spiritualité et la civilisation, sont battus en brèche, totalement battus en brèche, à travers toutes les émissions qu'on a faites et à travers l'émission qu'on fait aujourd'hui. Et nous appelons tous nos sœurs et tous nos frères négro-africains de suivre la démarche méthodologique que j'ai initiée, que j'ai donnée dans cette émission-ci, afin de ne plus se laisser duper. Si les uns et les autres, les unes et les autres ont besoin d'une documentation pour vérifier, je pourrais leur en fournir. Mais déjà, vous-même, vous pouvez trouver certains documents et vous pouvez donc vous en référer à moi. Je termine cette émission en interpellant toutes les sœurs et tous les frères de combat à s'inscrire au cours du décryptage des textes sacrés. Comme je l'ai annoncé dans 2 émissions déjà, en amont, je donne des enseignements, je donne des formations sur le décryptage des textes sacrés. Et donc, vous pourrez me contacter sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, notamment le 6 plus 237 655 74 27 84 pour vous inscrire à ces cours de décryptage des textes sacrés. J'ai besoin de constituer déjà une équipe et élaborer un plan de travail, un plan d'enseignement, des jours, des horaires, etc. avant de démarrer. Donc, j'attends toujours, la liste est toujours ouverte pour tous ceux et toutes celles qui sont intéressés par ces études-là. D'ailleurs, la sœur est aussi la bienvenue. On n'est pas seulement ici pour faire des émissions, on est là aussi pour permettre à tout le monde de pouvoir acquérir ce savoir, le savoir de nos textes sacrés. OTEP. OTEP, c'est ici que prend fin cette production. C'était pour vous au chat, la pensée révolutionnaire. On se prend pour une prochaine fois.